Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur la gestion des parasites externes des animaux. Le webinaire va être présenté et animé par Christian Mage, donc, qui est docteur ingénieur, expert en santé animale. C'est un auteur de plusieurs livres sur la question et qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin pour vous parler justement de ce thème. On a aussi avec nous le deuxième co-animateur qui est Christophe Corbet, donc qui est expert en animalier et technicien Tonix. Donc le webinaire va se composer de deux parties. Une première partie où Christian va vous présenter les parasites et les conséquences sur les animaux, et une deuxième partie qui sera présentée par Christophe sur plutôt les solutions naturelles mises en œuvre. Ces solutions seront, on va dire, d'ordre curatif et des solutions aussi d'ordre préventif, notamment sur le contrôle des milieux internes et externes des animaux. Voilà. Donc, je donne la parole à Christian pour le début de la présentation. Ok. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous commenter un peu, vous présenter ces parasites externes sur les animaux. Pour cela, quelques diapos pour être le support, support technique. Ces parasites externes, je les ai un peu regroupés sur les mouches amiases qu'on retrouve sur les moutons, les mouches piqueuses et suceuses, parce qu'il y a plusieurs catégories, les mouches plates sur les bovins, les chevaux, les moutons, chez les bovins, chez les chèvres, chez la volaille. Nous avons les tiques chez les bovins, les ovins, les chevaux, les chiens, les puces qui prennent de l'importance dans les élevages en France, sur les chèvres, les moutons et les chiens. Les moustiques, on verra pour la production aux chevaux. Et on a les champignons qui sont les responsables des dartres ou la teigne chez les bovins, selon les régions. On appelle ça les dartres ou la teigne. Et c'est aussi responsable, je dirais, de la dermite estivale, et des pâtes à jus qu'on discutera au cours de mon exposé. Ces parasites externes, dans le contexte d'une année, là, je vous ai situé les mias à moutons, c'est la période, je dirais, chaude de pâturage, de fin mai à début octobre. C'est surtout après des périodes humides et des coups de chaleur importants que ces mouches viennent se développer. Les acariens, on les retrouve sur les parties bâtiments, essentiellement de janvier à la mise à l'herbe, et puis après la rentrée à l'étable, de décembre ensuite. Les tiques, je les ai situées sur printemps et automne. Bon, c'est une règle un peu qui, qui est dominante, mais sachant que j'ai mis en pointillé, on retrouve des tiques maintenant toute l'année, aussi bien l'été que pendant l'hiver, ce qui est un problème général. Pour les mouches, toujours sur les bovins, c'est le pâturage où il y a des mouches et la stabulation. On en parlera tout à l'heure. Les tiques, pareil, même période, avec sachant qu'on trouve des tiques partout maintenant. Les champignons, responsables de la teigne, vous les avez sur les animaux en bâtiment d'élevage essentiellement. C'est là où les animaux s'infestent. Et les pousses, c'est la même chose, c'est au cours du bâtiment, la mise à l'herbe et après de novembre à décembre. Pour les chevaux, vous avez les tiques qu'on retrouve pareil sur le printemps des débuts d'automne, sachant qu'on peut en retrouver aussi toute l'année. Les mouches au pâturage sur les chevaux. Vous avez une particularité sur le cheval due aux moustiques, à certains moustiques qui amènent la dermite estivale. Et on a aussi sur les chevaux la gale de boue qu'on retrouve surtout dans les périodes hivernales qui sont à ce moment de ça. Et de je parlerai des pâtes à jus qui sont des lésions spécifiques du cheval. Sur ces mouches, il faut distinguer les mouches piqueuses, les mouches suceuses, car dans beaucoup de traitements qui sont faits à ce jour, on dit que ça ne marche pas ou il y a des résistances et c'est le reste. Ben, si c'est des produits qui sont métabolisés par l'organisme
l'animal, bovin, mouton, que ça passe dans le sang. Donc, c'est à ce moment-là qu'on aura des efficacités parce que l'insecte pique et suce. Dans notre cas, il n'y aura pas d'activité. Donc, les mouches piqueuses, vous avez les hématobia irritants, c'est les hématobia stimulants, des noms qui sont, je dirais, pas communs pour tout le monde, mais c'est important de savoir qu'il y a ces piqueuses et suceuses. Pour les mouches plates, c'est aussi chez les bovins autour de la queue et sur les chevaux, qu'on appelle aussi les hippos. Ce sont des parasites qui sont très durs, très résistants et qui sont hématophages, qui se nourrissent de sang. Donc, ils se localisent toujours sur les parties sensibles des animaux, autour de la queue, l'anus, le ventre et entre les jambes. Au passage, les mouches de bâtiment d'élevage, vous avez une seule espèce, les Musca domestica qu'on retrouve dans les bâtiments. C'est la seule mouche qui accepte un peu d'obscurité pour se vivre, se déplacer et qui rend des bâtiments. Les autres mouches piqueuses suceuses, il leur faut de la luminosité et elles resteront, je dirais, toujours au cours du pâturage. Il faut aussi retenir que ces mouches sont vectrices d'infections comme la paraphilariose bovine, qui est transmise par Musca autonalis, la thélasiose, aussi par la même mouche, la kératocondylie, ça s'appelle l'œil blanc chez les vaches ou sur les chevaux. Ça, c'est souvent ces Musca autonalis qui viennent porter la bactérie. Et on a aussi des mammites d'été qui sont dues à des mouches qu'on appelle les Corynebacterium pyogènes, qui transmettent cette bactérie et qui amène ces mammites. Et puis, on a aussi la bénostiose bovine qui est due à ces protozoaires qui sont transmis par les tabanidés, donc les insectes comme les thons. À l'extérieur, il faut qu'il y ait de la chaleur, de l'ensoleillement pour la plupart de ces mouches, qui sont des espèces très nombreuses, avec une reproduction qui est très rapide, qui est difficile à maîtriser. On le voit bien à l'heure actuelle à travers les pays. C'est un problème de résistance des mouches aux médicaments et aux insecticides qui pose le problème majeur. Et ces mouches vont se développer dans les bâtiments ou même à l'extérieur sur les fumiers, les décomposts, tout ce qui est lieu de multiplication favorable et sur l'aliment complémentaire qu'on peut donner aux animaux. Ces mouches, vous les retrouvez sur les bovins. Je vous ai fait ici une présentation des différentes espèces de mouches, les stomox qu'on retrouvait sur les pattes, la tête, les simuli autour de la tête et le bas du corps, les thons sur les pattes avant, les hématobias sur le dos, les hydrothéas sur la tête et au niveau du pis, les muscotonalis au niveau de la tête aussi. Donc, ça vous permet de voir sur l'animal où se trouvent ces différentes mouches. Ces suceuses, les voici en image. Vous avez ce qu'on appelle la Musca domestica, Musca autonalis. Domestica, c'est la mouche d'étable, ça, il faut bien le retenir. Et après, les mouches de tête autour des cornes. Et les mouches piqueuses, vous avez les mouches des cornes et les mouches du corps qui sont les hématobia irritants, c'est l'estomac, qui viennent piquer les animaux, aussi bien les bovins que les chevaux. Majeur sur les bovins, c'est ces mouches qui sont au niveau du larmoiement des yeux. C'est là où elles se positionnent le plus et qu'elles posent plus de problèmes pour les conséquences sur l'œil blanc. C'est là où il y a parfois le plus d'échecs, où on considère que c'est des échecs parce qu'on ne met pas bien le produit et on ne détruit pas bien ces mouches et on a toujours des mouches qui viennent agacer les bovins à ce niveau-là. On a les mouches du corps, donc on retrouve sur les flancs, sur le dos, au niveau des épaules, au cours du pâturage. Dans ces parties externes, vous avez les poux. Deux types de poux, les poux broyeurs, le poux piqueur. Le broyeur se nourrit de poils, de squames au niveau de la peau, il va faire tomber les poils, et le piqueur, lui, va bien sûr piquer, sucer du sang et être beaucoup plus irritant pour l'animal. C'est faisable de les reconnaître parce que le poux piqueur, avec une loupe à 5-6 fois le grossissement, noir, plein de sang, que le poux broyeur est tout à fait très clair et puis il n'a pas de pattes comme le poux piqueur. Au passage, vous avez en volaille les poux rouges, qui est le parasite dominant
dans cette production en volaille. Les poux rouges, vous voyez ici une collection de poux, ils se touchent tous sur cette planche de pondoir qui est le problème majeur dans cette production. Conséquence des poux sur des bovins, vous avez ici des poux broyeurs qui ont mangé, rongé, et il ne reste plus que la peau sur des bovins en bâtiment. Au passage, poux broyeur, ça s'appelle Damalinia bovis. Je vous cite ça parce que ces chiffres-là, parce que ils ne sont pas nombreux, les travaux qui ont été faits. J'avais réalisé ça quand j'étais à l'Institut de l'élevage pour montrer qu'effectivement, c'est les broyeurs qui sont dominants en France. Les piqueurs, Lignatulis vituli, ne représentent que 18%. Un autre parasite, les tiques qui posent de gros problèmes. Vous avez deux types, les Ixodes ricinus et Dermacentor. Sur ce petit schéma, là, vous avez ces tiques, elles vont pondre des œufs et vous avez des larves et ensuite des nymphes. Sur les animaux, quel que soit l'animal, vous allez retrouver parfois des nymphes et la tique adulte, et ensuite elle se fixe et elle pompe du sang et elle fait ces différentes grappes de tiques sur la peau qui sont pleines de sang. On peut considérer que c'est une forte prévalence de cette parasitose qui ne fait que prendre de l'extension d'année en année, qui a des conditions de vie en bordure de haies, de broussailles. Quand on va se promener dans ces pâturages, vous avez souvent des nymphes qui vont venir se fixer. Et on voit de plus en plus de gens qui sont atteints par la maladie de Lyme parce que ces tiques sont aussi des vectrices de maladies. L'évolution de la maladie, c'est les pyroplasmes provoquant la pyroplasmose ou l'anaplasmose. Et j'ajouterais qu'il y a aussi la maladie de Lyme. J'ai retrouvé dernièrement des cas de maladie de Lyme sur des bovins, sur des chevaux. Quand le traitement contre les pyroplasmes, le seul traitement qui existe, ne fonctionne pas, vous pouvez, après cet échec thérapeutique, aller vérifier si ce n'est pas maladie de Lyme qui soit responsable de problèmes pathologiques sur ces animaux. Sur ces moutons, j'étais ici en alpage, même à haute altitude, les tiques sont, je dirais, le problème qu'on retrouve partout en France, mais un exemple que j'ai mis ici en illustration de cette photo, où j'avais eu à intervenir pour ces problèmes de tiques. Autre parasite, vous avez les champignons. Champignons qui sont responsables de la teigne, des dartres, les andères aussi, on dit dans certaines régions dessus. Alors, les champignons, ça fait partie des zoonoses, donc les maladies transmissibles à l'homme. Chez le bovin, vous avez des taches rondes avec d'épilation qui va se former, une irritation de la peau, surtout autour de l'œil, ça va commencer, parfois à la base de l'oreille, et surtout l'encolure qui va être atteinte. Quelquefois, ça peut être tout le corps, mais le plus de cas de lésions seront autour de l'encolure. C'est une parasite de bâtiment. Donc, les champignons résistent dans les cornadiers en bois, dans les mangeoires et de l'animal. Et se transmettent ça d'animal à animal par contact. Sur les acariens, responsables de la gale, vous avez trois types d'acariens. Le sarcopte, que l'on retrouve essentiellement sur la gale de tête sur les moutons. Le sporopte, qui est sur le corps du mouton, du bovin. Vous avez le choriopte, qui est sur la partie postérieure des bovins, qui est lui responsable de gale sur la partie des fesses. Donc, ces trois espèces. C'est important aussi parce que quand on utilise des ivermectines ou des génériques d'ivermectine qui sont très plus utilisés, vous avez une activité sur les sporoptes. Parfois, il faut 2 traitements à 15 jours d'intervalle pour tuer les acariens, plus détruire les nouvelles générations de acariens. Sur les sarcoptes, l'ivermectine n'a aucune activité, elle a une activité sur les chorioptes. Vous avez ici une photo d'une vache avec une gale chorioptique, donc à la tâche de la queue et en descente des fesses. Ça fait que
bien développée avec de belles croûtes de lésions de ces acariens. Vous avez ici une brebis avec des galles de sarcopte sur ce qu'on appelle la gale de tête. On retrouve au Maghreb, c'est très fréquent. En France, ça avait disparu. On en voit très peu. Et puis là, bon, dernièrement, j'ai eu l'occasion de faire un diagnostic sur ces lésions de gale sarcoptique chez les brebis. Sur les moutons, les miasmes. Miasmes, on a deux types de miasmes, dus à des mouches qu'on appelle les Lucilia sericata, qui viennent pondre des œufs. Et vous avez la deuxième mouche, la Wolfarsia magnifica, qui disait, Lucilia se retrouve essentiellement sur les plaines en France, Wolfarsia en montagne. L'identification des Wolfarsia, je les ai fait dans les Pyrénées et dans les Alpes, c'était là où elles étaient. Et puis maintenant, on voit que les mouches Wolfarsia ont envahi le Poitou-Charentes, même un peu du Limousin, où on a beaucoup de lésions qui posent de gros problèmes sur les animaux. Ces lésions de miase sont sur le corps du mouton. Pour Lucilia, elles vont se pondre des œufs dans des lésions de tonte, des coups de tonte ou des lésions autres. Dans les oreilles, c'est pour Wolfarsia, les onglons, Wolfarsia, au niveau de la vulve, de la verge et du fourreau. Donc, ça fait un tas d'asticots que vous avez ici. Voilà. Les lésions de Lucilia sericata sur le corps d'une brebis. Vous avez cette masse d'asticots qui se développe et ça va évoluer très vite, jusqu'à ce que la brebis ne mange plus et en crève. Vous avez ici une autre lésion où tout le flanc est atteint par les mouches Lucilia. Et donc, ces deux parasitoses, c'est a des impacts économiques importants par les pertes de moutons, parce que souvent le diagnostic est fait trop tard. Il y a l'absence d'agneaux qui est produit l'année suivante. Il y a des coûts d'intervention curative, parce qu'il faut sauver la brebis et faire des traitements répétés pour guérir. Il y a les contraintes que ça pose, parce qu'il faut rassembler tout le troupeau pour des fois traiter 2-3 brebis qui sont fortement atteintes. Ça fait du temps passé. Et il y a cette pénibilité parce qu'il faut répéter les traitements pendant plusieurs jours consécutifs avec des produits insecticides et voire antibiotiques pour sauver l'animal. Vous avez cette photo à gauche entre les onglons. Ça, c'est des asticots de Wolfarsia qui se localisent au niveau des onglons. Et vous avez le début bien avancé d'une infestation à Lucilia. Dans un troupeau, ça ne se voit pas tellement, si ce n'est qu'un des points de repère qu'on peut avoir, même assez souvent, c'est une phase de laine qui on dirait qu'elle est passée dans du cambouis. Une tache, une sombre sur le flanc, le dos. Alors ça, il faut vite réagir parce que quand on a ça, dessous, ben, il y a du monde qui bouge. Il y a un tas de larves d'asticots qui sont en train de se développer. Toujours dans ces parasites externes, on a des moustiques responsables de la dermite estivale chez les chevaux. Ça touche des milliers de chevaux dans tout le monde. Et c'est dû à une réaction allergique du moustique qui est venu piquer et par sa salive qui amène cette réaction au niveau de la peau du cheval. Ça se situe au niveau de la crinière, la queue, le garrot, la croupe. Et ça fait partie, des gros problèmes pathologiques chez le cheval dont on n'a pas de médicaments pour guérir ces animaux. La peau s'écaille, elle s'épaissit, il y a une perte de poils et les animaux se grattent énormément. Et on a les tiques qu'on retrouve chez le cheval, responsable de la pyroplasmose, et puis de la maladie de Lyme. Sur les chevaux, on a de plus en plus de maladies de Lyme à l'heure actuelle. Autre parasite, c'est les puces. Alors, il y a de très nombreuses, des milliers d'espèces de puces. La plus fréquente, c'est ce qu'on appelle la puce du chien, que l'on retrouve. C'est un parasite qui vit sur l'animal et aussi dans l'environnement, dans la bergerie, dans la chèvrerie, dans la niche du chien. Et ces puces adultes se nourrissent de sang, ont une salive allergisante qui amène ces démangeaisons quand ça passe sur l'humain. S'il y a des puces dans le troupeau, il y aura des puces chez l'humain dans les habitations dedans.
Et ça, c'est un vrai problème grandissant dans les productions moutons, chèvres, avec des grandes difficultés pour les éliminer, pour gérer ça. J'ai eu pas mal d'interventions à faire dans cette parasitose. Je passe après cette présentation de ces parasites externes sur ce produit, le Protectonix, qui a une solution curative pour agir au naturel, c'est un produit naturel, avec une totale sécurité pour le consommateur et pour les animaux, qui améliore les conditions de vie des animaux, notamment le bien-être, dont on parle beaucoup. Donc, je vais reprendre la parole par rapport à ce produit. Donc, c'est un produit qui a vu le jour il y a à peu près 1 an pour la société Tonix. Donc, 2 déclinaisons. Une déclinaison sur le contrôle des insectes, dont on parlera Christian dans la suite de son exposé, et un produit sur le contrôle des lésions, notamment liées aux champignons. Donc, ces 2 produits d'origine naturelle, avec notamment un complexe d'huile essentielle et un corps gras, qui leur permet d'avoir, pour le contrôle des insectes, une action qui va s'étendre de 4 à 6 semaines sur les animaux, avec une bonne rémanence. Et le produit hygiène, bon, par contre, où on aura une application plus répétée sur quelques jours. Donc, selon l'état des lésions, on interviendra entre 5 et 10 jours. Donc, on verra ça ensuite. Alors, ce qui est vraiment important sur ces produits, et c'est ce qu'a dit Christian, c'est qu'il n'y a vraiment aucun impact sur l'environnement, aucun impact aussi sur l'animal qui est traité, et puis également à la fois sur l'intervenant et puis quand on va au bout de la chaîne sur le consommateur. Donc, ce qui est vraiment important, et ça j'insiste sur ce point, c'est le savoir-faire au niveau de l'application. Le résultat en dépend vraiment, l'expérience nous l'a démontré. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de se positionner à 30-40 cm des animaux pour faire une pulvérisation sur une grande surface de l'animal. Donc, on verra selon les zones touchées et en fonction des insectes cibles, les zones à traiter. Mais c'est vraiment de se mettre à 30-40 cm pour faire une pulvérisation fine. On est avec des produits naturels. Donc, ce qui est vraiment important, c'est ce qu'on a vraiment une action qui est sur le derme, au contraire des autres produits de contrôle des parasites qui vont pénétrer dans le sang et donc se diffuser dans l'animal via les liquides. Là, nous, on reste vraiment sur le derme. Donc, petit aparté, il y a notamment le petit pulvé en bas d'1,5 litre qui sont souvent utilisés en jardinerie, qui peuvent être intéressants, notamment sur les applications autour des yeux, que ce soit sur les bovins ou les autres espèces, parce que ça permet de pomper et d'éviter, ou de limiter en tous les cas le fait sur les animaux qui sont un peu plus apeurés, de les faire stresser inutilement, quoi. Ok. Alors, l'application, je reprends la même. L'application d'un produit naturel, à l'inverse d'un produit chimique qui va avoir une action curative et par le système métabolisation dans le projet animal et les insectes piqueurs qui vont sucer le produit, c'est un produit qu'il faut épandre, pulvériser ou sprayer, comme on veut, tout ça c'est le même. Et je vous ai mis ici, pour les mouches, les bovins, les zones où il faut mettre le produit sur le corps. Comme dans l'affaire des tiques, les tiques, elles remontent par les pattes, donc et après sur l'encolure, c'est à ce niveau-là qu'il faut mettre le produit. Sur les brebis, sur les bovins, c'est là qu'il faut agir. Si vous le mettez sur le dos, vous n'aurez pas une activité, je dirais, importante, répulsive, ni même curative sur le plan des tiques. Ne pas oublier le pis pour les vaches laitières, pour les aspects de mammites. Et l'autre, c'est les mouches qu'on appelle de tête, des cornes et surtout les yeux. Là, il faut être bon, il faut vraiment. C'est pas de mettre une giclée en passant, il faut mettre du produit sous les yeux, bien le pulvériser pour avoir une activité. Et là, vous obtiendrez une activité qui sera assez longue.
Pour le mouton, vous avez les miases à Lucilia. J'ai conçu le produit pour le mettre en pouronne sur la ligne du dos. Donc, ça bien. Après, quand c'est les mouches, pour d'autres types de mouches, vous pulvérisez sur l'ensemble du corps. Et pour les tiques, c'est pareil, c'est sur les pattes et le bas du ventre, là où les tiques vont remonter. Là, vous avez une application de pouronne, vous avez les brebis coincées, qu'on l'a dit, et là, vous faites une pouronne, comme certains autres produits. Là, vous avez une activité qui a été démontrée sur le plan scientifique de 5 à 6 semaines de contrôle des mouches amias de Lucidia. Pour Wolfarsia, qui pose de gros problèmes dans les zones Poitou-Charentes, Limousin et en zone de montagne, ces mouches, vous les retrouvez beaucoup plus, je dirais, entre les onglons, l'anus, tout ça. Donc, ça, c'est de pulvériser sur chaque flanc, de la pointe des fesses jusqu'à l'avant, là, de pulvériser de chaque côté. Mettre le produit, et là, les applications que j'ai pu réaliser nous amènent à obtenir, je dirais, 6 bonnes semaines. C'est une solution pour répondre à la question qui est posée par les éleveurs de moutons de ces régions qui ont des gros problèmes à l'heure actuelle et dont il y a des recherches qui coûtent un peu des fesses, mais pour ça, il n'y a rien. Et vous avez ce produit qui marche relativement bien. Pour ces mouches amiases, j'ai montré que dans les zones herbagères en France, avec 3 applications mi-juin, début août et mi-septembre, on contrôle la totalité des mouches Lucilia, les miases de ces pollutions. Quand on est en zone sèche, qui comprend, je dirais, le Périgord, le Quercy, le sud du Massif central et l'est de la France, ben là, si vous voulez bien faire contrôler les mouches qui sont plutôt des Lucidia, c'est début juin, début septembre. 2 applications permettront de pouvoir gérer ces mouches-là. Et en montagne, c'est surtout en alpage qu'il faut intervenir. C'est début la mise en alpage et puis mi-août. Et là, on arrive à gérer les mouches plutôt Wolfarsia qu'autre chose. Je remets ce tableau là parce que sur le marché contre les miases, vous avez qu'un produit qui est remarquable pour une efficacité, qui est le clic, qui a 16 semaines de durée d'action sur les mouches Lucilia, qui n'a pas d'activité sur les mouches Wolfarsia. Donc, mais il y a les contre-indications qui ne sont jamais ou très peu lues. Je les ai mises là. Donc, il ne faut pas traiter les brebis laitières. C'est un effet nocif sur les mouches coprofiles, donc les mouches qui viennent dégrader les matières fécales. Vous avez les moutons traités doivent être éloignés des cours d'eau pendant au moins 1 heure après le traitement. Le médicament n'est pas conseillé d'utilisation sur les brebis en gestation ou en lactation, parce qu'il y a peu d'études faites dessus. Ce qu'il faut, c'est d'avoir un costume, je dirais en plastique, de caoutchouc synthétique, masque en PVC pour se protéger. Ça a toujours été conseillé, jamais développé au cours de ce que j'ai pu voir au cours des années de ma vie professionnelle. Et maintenant, la société fournit aux éleveurs tout un ensemble d'un beau scaphandre pour se protéger. Parce qu'effectivement, le produit a des conséquences sur l'intervenant. Et il ne faut pas tondre les brebis dans les 3 mois. Donc, les tondeurs, ils le savent, ils ne veulent pas tondre les brebis qui ont été traitées avec le clic. Et il ne faut pas non plus manipuler les brebis dans les 3 mois qui suivent. Donc, c'est un peu difficile. Donc, des délais d'attente qui sont assez longs, 40 jours, ne pas traiter des brebis qui sont traites. Par contre, de l'autre côté, vous avez le Protectonix. Vous n'avez pas de précaution d'utilisation pour l'utilisateur. Vous n'avez pas de résidus dans la viande et dans le lait. C'est utilisable en élevage bio et conventionnel. Il n'y a pas de restriction pour les labels et marques. Et il y a une application en pouronne pour les mouches Lucilia. Et ça n'a pas de conséquences sur les mouches coprofiles ni sur les poissons. Et il n'y a pas de besoin de tenue vestimentaire particulière. Vous pouvez le faire torse nu si vous avez envie. Là-dessus, il n'y aura pas de conséquences sur l'individu. Avec 2 applications de Protectonix, c'est sur les mouches, les poux. Donc, avec le jouet, ce qui est important, c'est de se mettre à 40-50 cm. Avec des produits allopathiques. La réaction, si on prend le Butox Versatril, on fait des traînées, on fait une giclée sur le corps.
Là, il faut à l'inverse s'éloigner de l'animal et se mettre à une bonne distance de 40-50 cm. Plus vous serez éloigné, plus le voile du produit ira sur le corps d'animal et là, vous aurez un contact avec les insectes. Et c'est comme ça que vous aurez une bonne réussite là-dessus. Après, les animaux au pâturage. C'est sûr qu'il faut qu'ils soient contentionnés. Vous ne pouvez pas vous promener au milieu des vaches au milieu du pâturage et vouloir les sulfater, les pulvériser, ça sera un échec. Donc, il faut qu'il y ait un passage au couloir ou qu'il soit au coronavis pour réussir l'application au niveau de la tête et des yeux. Même dans les gros troupeaux de brebis, où il y a là, c'est un troupeau qui a des points de tic, ben, vous pouvez aussi s'organiser avec à deux, vous tassez bien les brebis, vous pulvérisez quand pour les tiques, ben, c'est pulvériser le bas du ventre, les pattes, non pas sur le dos. Donc ça, c'est l'organisation du travail qui permet de pouvoir apporter le produit à l'endroit où il faut. Sur des chèvres en liberté, c'est pareil, ça va être très difficile de réussir la gestion des poux, voire des puces. Sur les chevaux au pâturage, ben, il faut avoir une application sur les gastérophiles, les tiques, les mouches plates qui sont fréquentes. Ben, c'est pulvériser sous la queue et entre les cuisses du cheval. Sur mouches plates, vous avez une fuite rapide des mouches lorsque vous mettez ça sous la queue des chevaux. Ça sort rapidement. Vous pouvez appliquer le produit lorsqu'il y a des douches sur les chevaux, lorsqu'il y a des fortes pluies. Et il faut couvrir le corps de l'animal pour que toutes les mouches piqueuses, suceuses ou les mouches plates soient touchées. Et surtout, c'est de bien pulvériser la tête, l'encolure, le dos d'animal et sous et autour des yeux. Voilà un exemple de pulvérisation sur un cheval à bonne distance, qui est sur le flanc, le dos. Pour l'œil, sous l'œil, mettez la main, ça évite qu'il y ait une irritation des fois de l'œil pour certains chevaux, et vous pulvérisez bien sous cette partie. Vous pouvez partir en promenade en loisir. Pour les pâtes à jus, vous avez ici ces races Baudet, chevaux qui ont beaucoup de poils aux pattes, les Ardennais, les traits Poitevin. Donc, ça sont des races qui sont avec ce problème-là. C'est-à-dire, voilà, ces lésions qu'il y a au niveau des pattes, appelées les pâtes à jus. Là, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Les causes, c'est mon expérience, c'est les champignons au départ, et après les acariens, puis après les bactéries, parce que dessous, ça se développe, et puis on ne fait rien, il n'y a pas de traitement. Donc, il y a ces autres lésions qu'on voit aussi au niveau de la cuisse. Et pour ce protectonique sur les chevaux, bah, c'est, je dirais, pour lutter contre la dermite estivale, c'est d'appliquer le produit en début de période chaude. S'il y a des lésions, c'est d'appliquer le produit sur les lésions de dermite estivale. Là, vous aurez une stimulation de la peau qui va vite repartir. Les lésions disparaissent en quelques jours et vous avez une bonne protection, je dirais, pendant quelques semaines. Je vous ai mis ici une situation de photo que j'ai vécue avant application de dermite estivale au niveau de la crinière, au niveau de la queue, au niveau du dos. J'étais vraiment bien atteint. 2 jours après, vous avez disparu sur la queue et 10 jours après, plus de lésions. Bon, l'activité sur ces dermites, il n'y a pas de souci parce que, bon, oui, l'efficacité a été prouvée par de nombreux travaux que j'ai pu réaliser sur de chevaux de sport, de compétition, sur les poneys, sur les chevaux de trait. Dans tous les cas, il y a eu une guérison rapide dans les 2 jours, du poil dans les 6-8 jours, et on a une disparition des autres mouches et des moustiques qui vivent à l'extérieur. Pour la dermatite podale, qu'on appelle la mortellaro chez les vaches. Donc, c'est des travaux assez récents que j'ai réalisés qui montrent que si vous faites un bon lavage à forte pression dans la salle de traite, vous pulvérisez le produit sur ces lésions de mortellaro matin et soir.
bon, selon les lésions, pendant 7, ouais, ça dépend, 5, 6, 7 jours environ, vous avez une assez bonne guérison. Bon, la mortellaro, ce sont ces lésions qui débutent, qui sont au niveau du sabot, qu'on appelle les lésions un peu plus classiques, plus importantes, qui arrivent à avoir ces lésions rougeâtres bien avancées, et après avec parfois ces lésions qui sont très atteintes. Au point que je vous invite, c'est pour les poux, vous voulez faire un diagnostic avant ou voire après l'efficacité du produit, vous pouvez sur des chèvres, mettez un coup de ciseau ou un coup de tondeuse, vous mettez, vous verrez bien s'il y a des poux à la lisière du poil, les poils coupés, vous pouvez les mettre sur du papier blanc, vous aurez vite vu si les poux sont présents ou pas. Et pour faire une bonne application, je dirais, rien ne vaut que des chèvres qui soient contentionnées au corps, on l'a dit, pour pouvoir pulvériser le produit là où on le souhaite. On a mis ici du produit vert pour montrer qu'on peut s'amuser à bien traiter et voir où est-ce qu'on apporte le produit pour les poux. Je profite du passage de cette photo pour parler des moustiques responsables de la dengue qui étaient sur le pourtour méditerranéen, mais maintenant qu'on retourne partout en France. J'en parle parce que lorsque le diagnostic est fait dans une ville, une agglomération, à ce jour, ce sont les services d'hygiène qui vont pulvériser les pyrétrinoïdes pour tuer ces moustiques-là. Alors, quand on sait les conséquences sur l'environnement, sur l'humain avec ces pyrétrinoïdes, je trouve ça un peu grave d'aller déverser ces produits à l'extérieur et qui a un produit comme le produit tonique marche très bien. On a d'autres photos sur ce moustique responsable de la dengue. Et je vous livre mes d'observation après application. Le produit pénètre rapidement sur la peau, ce qu'on a comme la dermite estivale ou sur les pâtes à jus. La peau devient rosée après la pénétration du produit. Vous n'avez pas de réaction locale après application. Vous avez une bonne couverture de la lésion de la peau. Vous avez des poils qui apparaissent rapidement après lorsque les lésions, souvent ils sont blancs, donc ça surprend. Et on a des fois, on peut avoir une confusion parce qu'ils repoussent assez rapidement. On se dit, tiens, pourquoi ça marche aussi bien. Et je terminerai pour dire que ce produit naturel, sa réglementation, il n'y a pas de délai d'attente, ni dans le lait, ni dans la viande. Que pour tout ce qui est environnemental, quand on parle des Natura 2000, parcs nationaux, parcs régionaux, les labels, je dirais qu'on a une ouverture nouvelle pour rentrer dans ce cadre-là. À toi, Christophe. Oui, si tu peux me mettre la diapo. Voilà. Donc les points forts, pour résumer, du Protect sous ces deux déclinaisons, c'est que tout d'abord, c'est des produits naturels, donc avec une certaine protection pour l'homme, pour l'animal et l'environnement, comme j'ai pu le dire. Donc il n'y a vraiment aucun résidu dans le lait et la viande, ce qui fait que c'est aussi un aspect sécurité pour le consommateur, pas de délai d'attente, mais en plus aucun résidu. Donc ce n'est pas toujours le cas, notamment de certaines deltamétrines qui entraînent aussi des résidus dans l'environnement et les conséquences sur les populations d'insectes pollinisateurs ou même coprophages. Donc pas de contraintes particulières pour les labels, que ce soit en ovin ou même dans les autres espèces. On peut avoir des interventions aussi possibles sur les agneaux d'herbe et la commercialisation. Facilité d'emploi, donc comme on l'a dit, avec un pistolet doseur branché sur une outre, donc principalement pour Lucilia sericata, où on peut le faire et l'appliquer comme on a l'habitude de le faire avec les autres produits Puron sur le long de la colonne. Sinon, pour les autres produits, vraiment une pulvérisation fine à distance des animaux. Alors, je vais passer sur l'autre diaporama. Alors là, on a parlé des solutions curatives. Et je vais parler maintenant des solutions préventives. Comment on peut expliquer en fait toutes ces invasions de parasites, que ce soit externes ou internes,
Tout d'abord, on met l'accent sur l'acidité potentielle actuellement exponentielle et omniprésente dans tous les milieux, quels qu'ils soient sur notre planète. C'est déjà principalement accéléré depuis l'ère industrielle du début, fin 19e, début 20e siècle, notamment avec les combustions des énergies fossiles, avec l'oxyde d'azote ou le dioxyde de soufre. Cette acidité, elle entraîne une modification des milieux souvent favorable à la recrudescence de tout organisme pathogène. Et puis l'autre point, c'est lié à notre vision limitée de l'action des macro- et micro-éléments qui ensemble ont une action simultanée sur le vivant. Depuis 70 ans, depuis la Seconde Guerre mondiale, on a souvent basé le discours, que ce soit sur le sol, les plantes ou les animaux, sur quelques éléments, notamment du tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Mais il faut savoir que tous les éléments présents dans ce tableau ont une action, quelle qu'elle soit, sur tout le vivant. Alors là, pour en revenir sur l'acidité potentielle qui est omniprésente, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a tous les dérèglements climatiques. Les pluies acides, on sait que les pluies, leur acidité varie entre 3, leur pH varie entre 3,8 et 8 en fonction du climat, en fonction des périodes de l'année. Donc déjà, même sans action aujourd'hui directe sur vos sols, vous pouvez avoir une acidité qui s'installe. On a aussi les engrais de synthèse. Même certains amendements naturels, pour ne citer que la kiésérite notamment, peut avoir dans certains sols, je dis bien dans certains sols, une action acidifiante. Il faut savoir que c'est un sulfate de magnésium qui, au contact de l'eau, va entraîner la production d'acide sulfurique et d'un oxyde de magnésium. Les produits phyto de synthèse également vont avoir une action acidifiante. Ça peut être le cas, et même pour certains produits dits naturels comme la bouillie bordelaise ou même certains défoliants où on utilise aussi des acides, notamment pour... ça y est, je vais avoir perdu le fil. Qui vont avoir une action acidifiante sur les milieux, en tous les cas. Donc, au niveau des animaux, on a les fourrages aussi conservés humides, tout ce qui est ensilage, enrubanage, où pour de toute façon avoir une bonne conservation, on va arriver sur des pH autour de 4. Les produits vétérinaires, et notamment tout ce qui est produits anti-inflammatoires, où on a affaire à des acides de certains produits et qui plus est sont perturbateurs endocriniens. Et puis, ce qui va aussi modifier le milieu, ce sont les sources de stress différentes et variées. Alors, notre vision limitée des éléments, c'est vrai que depuis 70 ans, on nous apprend notamment en école d'agriculture que pour les sols, on parle principalement de NPK et accessoirement du calcium et du magnésium. Au niveau des animaux, on base notamment les rations, en plus des UF et des matières azotées. On parle principalement du calcium et du phosphore absorbables, et à moindre échelle magnésium et puis sodium. Mais il ne faut pas oublier que tous les éléments, quels qu'ils soient, ils ont leur importance et ils ont une action sur tous les mécanismes de la vie. Et c'est là qu'intervient Tonix. C'est que dans la vision globale de Tonix, en fait, c'est une méthode où chaque élément du tableau de Mendeleïev, entre autres, qui constitue un écosystème, a son importance dans l'équilibre du tout. Donc là, pour revenir un peu sur
sur les actions de Tonix, on a des produits qui vont intervenir à tous les niveaux d'un écosystème, donc aussi bien le sol, les fourrages, les animaux et les déjections des animaux. Donc, on a plusieurs types de produits. On a des produits solides qui sont issus de roches provenant de milieux naturels préservés, qui sont soigneusement assemblés en fonction de leur histoire géologique et qui vont avoir en fait une dynamique qui va ensuite porter des actions correctives souhaitées sur tous ces éléments, sol, végétal et animal. Les produits liquides, donc, que je vous redécrirai ensuite, sont des solutions minérales colloïdales d'origine fossile, offrant aux êtres vivants, que ce soit plantes ou animaux, une biodisponibilité optimale. Il faut savoir que ces produits colloïdaux, ils ont une absorption qui est 2,5 fois supérieure que les produits chélatés dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Et puis, on a des produits que je redécrirai tout à l'heure, notamment le NVI, le Moritonic et l'Orgaia, qui ont des origines autres que minérales, mais qui sont soigneusement sélectionnés par notre biologiste dans le respect en fait, de la philosophie de l'entreprise, donc qui sont des produits qualitatifs. Alors, au niveau des sols et des plantes, je dirais on a 3 gammes de produits. On a l'ABC, qui est un peu qui représente en fait les fondements et qui me semble être le produit le plus important pour établir les milieux et notamment au niveau de l'acidité. C'est un amendement calcique qui est riche en microéléments actifs et qui va avoir une action très forte de détoxification en fait, des sols, essentielle pour leur évolution et notamment au niveau de leur structure. Ensuite, on a l'Hématonix, qui est un engrais riche en minéraux nutritionnels, qui est disponible et qui vont avoir une action sur le contrôle des micro-organismes pathogènes. L'Orgaia, qui est le petit renouveau, qui avait été mis en stand-by pendant 10-12 ans et qu'on retrouve aujourd'hui, qui est un amendement humique, qui à notre connaissance est le seul à pouvoir être nommé de telle façon et qui, lui, va booster la vie des sols. Et la cerise sur le gâteau, alors bon, comme je pense que tout le monde est gourmand, généralement, on mange tout. Donc, l'objectif de nos produits liquides sur les plantes, c'est vraiment d'apporter aux plantes l'expression de tout ce qu'elles vont déjà puiser au niveau des sols, mais aussi au niveau de l'atmosphère. Et le Lotonix, notamment, qui est un catalyseur colloïdal, qui va redonner en fait aux solutions naturelles leur dynamique originelle. Et l'ESL, qui lui va être un stimulant nutritionnel plus à action racinaire, et le VG plus à action des parties aériennes des plantes, donc tiges, feuilles et puis le fruit. Alors, en dehors de ces solutions Tonix, ça va être aussi pour vous, au niveau de l'action sur l'acidification, notamment des sols, c'est de limiter les apports d'engrais acidifiants, donc d'origine ammoniacale, et les produits phytosanitaires avec des bases sulfates. Et puis, je dirais aussi le point vraiment important, c'est éviter les impasses d'épandage en amendement calcique. On voit notamment dans certaines biblios qu'il est important d'apporter 150 à 250 unités de valeur neutralisante par hectare et par an, qui vont vraiment travailler sur les acidités qui sont omniprésentes. Et puis, on a aussi les solutions sur tout type d'animaux. Donc, le rugby nous a copié. Pour moi, ce qui est vraiment important et qui sont le socle de la gamme animale, c'est la première ligne. Donc, c'est le l'oligo et puis à côté l'AGN et le bloc. Donc, l'AGN, c'est un équilibre minéral qui n'est pas limité qu'aux macroéléments, et loin de là. On a des microéléments primordiaux qui sont en grand nombre dans ce produit et qui vont avoir une action sur tous les mécanismes de la vie, que
que ce soit au niveau de la synthèse des hormones, des vitamines, mais aussi des enzymes. Le Loligo, qui est une suspension colloïdale qui va tenter de redonner à l'eau de boisson ses qualités originelles, notamment au niveau des équilibres vitaux, donc à la fois le sang, la lymphe et le liquide céphalo-rachidien. Et puis, on a les solutions curatives qui arrivent ensuite. Donc, on a parlé du Protect, qui va avoir son action directe sur les parasites externes, mais sans négliger aussi l'utilisation du NVI et du morutonique qui vont soit être à utiliser sur des périodes bien définies ou tout au long de l'année en fonction du type d'alimentation que vous avez sur vos animaux. Et enfin, notre troisième ligne centre, qui est le LM, qui agit dans le contrôle de l'équilibre des litières et des lisiers, qui va servir à stabiliser en fait les milieux pour mieux gérer les populations de pathogènes. Alors, même dans certains cas, on a eu des gens qui l'ont utilisé, pour parler du LM, notamment par rapport aux parasites externes, en saupoudrage sur le dos des animaux, pour limiter déjà dans un premier temps les attaques de parasites externes, parce qu'on va avoir une modification du milieu et il faut savoir que la peau est l'une des parties du corps les plus acides. Donc, en travaillant en saupoudrage avec du LM, déjà, on va rapprocher le pH du derme de 7 au lieu de 4,5. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et puis, vous allez voir en bas de l'écran, si vous allez dans la petite règle tout en bas de l'écran, il y a un onglet discussion qui permet de poser vos questions. Et il y a aussi un petit, juste à côté oui, en effet, de discussion, vous avez un petit logo avec Q et R qui permettent aussi de poser des questions. D'ailleurs, on a déjà une question là pour, je ne sais pas, Christian ou Christophe, de la part de Fifi, qui dit la mouche W, donc je pense que c'est Wolfarsia, est la plus délicate à gérer. Faut-il pulvériser les pattes et peut-on parler des pédiluves? Pour les mouches Wolfersia, il faut pulvériser le flanc. Chaque flanc du mouton, de la brebis, de l'agneau, pulvérisé. Mettre 15 à 20 ml sur chaque flanc, c'est ce que j'ai pratiqué. Avec ça, je dirais, on arrive à avoir des résultats aussi bons que le clic. Il y a même meilleur, parce que le clic ne marche pas n'a pas d'effet, je dirais, de durée d'activité efficace sur Wolfersia. Donc ça. Après le pédiluve, c'est un problème de soin. C'est-à-dire que s'il y a des asticots, effectivement, on peut dire pour les faire disparaître, pour pas passer les brebis une par une, on peut les faire passer, ça va. Mais là, il faut mettre un produit, je dirais, qui soit assez désinfectant pour que ça tue les larves. Comme elles sont souvent nombreuses, elles ne vont malheureusement pas tomber toutes dans un pédiluve qui souvent est un bouillon de culture, parce que les bruits qui passent dans un pédiluve, c'est vraiment un bouillon de culture en bactéries. Et le problème du pédiluve, en plus, on est souvent sur des produits, on parlait d'acidité potentielle tout de suite, on est sur souvent des produits qui sont très acides. Au pire, ils assèchent énormément la peau et elle a besoin quand même d'être drainée. Et c'est l'avantage du Protect. Si vous avez vraiment quelques animaux qui sont touchés entre les onglons, c'est de les isoler et de leur pulvériser du Protect entre les onglons. Ça marche très bien, ça va éviter d'assécher la peau, ça va faire partir les parasites et il n'y aura aucun souci. J'ajouterais que sur les asticots, que ce soit Lucilia ou les Wolfarsia, vous mettez des organophosphorés pour faire les détruire. Vous prenez le Protectonix, vous aurez le même résultat. Le produit, il va verser sur ces asticots. Les asticots, ils vont réagir. Et vous les boum, boum, ils vont tomber rapidement. D'accord. On a d'autres questions si vous voulez. Alors, ça c'est, bon, il n'y a pas la personne, spectateur anonyme, c'est marqué. Peut-on appliquer les produits Protect sur des plaies à vif liées à des parasitoses? Oui, sans souci. Il n'y a pas de problème.
Alors, petite anecdote aussi, retour du terrain, des gens qui ont appliqué du Protectonix Hygiène sur une plaie due à un arrachage de peau sur barbelé. Donc, il n'y avait pas du tout Enfin bon, c'était pour éventuellement aussi éviter les mouches, mais ça a permis, sur 2-3 jours, d'accélérer la cicatrisation. C'est comme les lésions. Les lésions de pâte à jus, quand elles sont bien développées, sous le poil, c'est dégueulasse, hein. Là, vous mettez le produit, il a, je dirais, cette action antifongique qui est aux champignons. Les acariens, vous les détruisez et vous avez un aspect de cicatrisation avec le produit. D'accord. Merci, Christian. Et Christophe, une autre question. Comment le mieux lutter contre les mouches des tables? Ah, ah. Mouche étable, le produit Protectonix, comme d'autres, en l'occurrence Protectonix, marche bien. Il faut pulvériser le sol. Les mouches viennent se reproduire sur les bouses fraîches, le plus souvent. Donc, c'est pulvériser le produit avant d'arriver à la salle de traite ou sur le sol de la stabulation. C'est là où il faut le mettre. Alors, bon, avant qu'on connaisse le Protect chez Tonix, et on utilise toujours le LM dans le contrôle, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, des lisiers et des fumiers. On remarque quand même, dès que nos fumiers sont traités avec le LM, on a des populations moins importantes de parasites externes, donc notamment de mouches. Donc c'est important d'en épandre 80 à 100 grammes par mètre carré tous les 8-10 jours. Et bon, on a automatiquement un contrôle du milieu, donc un milieu qui est beaucoup moins apprécié par les parasites, donc ils partent d'eux-mêmes. D'accord. Et une autre question de Michael. De quoi est composé le Protect? Alors, on l'a dit tout à l'heure, où Yves va prendre le relais, parce que Oui. c'est lui notre biologiste. Voilà, bonjour à tous. Bon anniversaire. Le Protect, c'est un travail qui est... Parle bien dans ton micro, on t'entend On moins t'entend bien, mal. s'il te Pardon? plaît. On t'entend pas assez fort. Approche-toi de ton micro. Mais c'est un travail qui a été mené avec Christian. Donc, il y a une base huileuse, dérivée de l'huile de copra, et auquel on associe un panel d'huile essentielle tout à fait spécifique pour lutter contre ces parasites, voilà, externes. Et le Protect Hygiène n'a pas la même formulation que le produit, disons, répulsif. Voilà. Et par contre, les deux peuvent être associés, hein, pour des problématiques tégumentaires, disons, différentes, quoi. Voilà. Lutter contre les mouches et lutter contre une propagation lésionnelle. Voilà. Merci, mon cher. Et une autre question. Les meilleures façons pour lutter contre les dartres? C'est dès les premières lésions, c'est de pulvériser le produit sur les lésions. Vous le répétez pendant 3-4 jours de consécutifs sur ces lésions. Avec le Protect Tonix, vous aurez, je dirais, des résultats qui sont, je dirais, remarquables. Après, prévention, ça veut dire qu'il faudrait supprimer tous les champignons qui peuvent être dans les boiseries, dans les cornadis. C'est difficile. C'est difficile. Moi, je pense que les litières. ce que j'ai eu fait dans ma vie, que j'ai eu préconisé dans une époque où j'étais conseiller technique pour une structure départementale, en plus de l'Institut, c'est faire une désinfection à l'eau bouillante dans le bâtiment. Après, on peut avoir aussi la qualité des pailles avec notamment l'utilisation quand même qui est assez fréquente aujourd'hui des pailleuses. Oui. Alors, il y a une question de MyPC. Peut-on lutter contre la teigne en préventif ou en curatif avec le Protect? La teigne, c'est les dartres, c'est dû aux champignons que j'ai mentionné tout à l'heure, le Trichophytum verrucosum, de son joli nom scientifique. Donc, la guérison curative, c'est en mettant le produit, en le pulvérisant le produit sur les lésions.
ça va être de le répéter sur le corps de l'animal. Alors, faut bien faire attention parce que, à une pratique. Les gens qui font du veau de lait, c'est assez propre à la Dordogne corrèze, où il y a ce veau de lait sous la mer, veau de grande qualité. C'est la mère qui est porteuse, qui est immunisée, qui est porteuse des champignons et qui transmet ces champignons lorsque le veau va téter, là, matin et soir, à sa mère. Et ce jeune veau qui n'a pas encore d'immunité va avoir cette infestation et avoir ces lésions qui se développent au niveau de l'encolure, au niveau des yeux, au niveau de la tête. Mais là, on peut faire du curatif, le produit marche très bien. En prévention, ben, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est de désinfecter le bâtiment. Bon, désinfection, pour qu'elle soit le plus efficace et le moins coûteux possible, c'est l'eau bouillante. Il y a des matériaux qui permettent de faire ça. J'ai eu l'occasion de le faire développer dans une structure GDS dans ma vie professionnelle. Alors, question pour Christophe ou pour Yves. Le renforcement des milieux par la nutrition avec la gamme Tonix élevage conduit-il à une réduction des agressions parasitaires sur les animaux? Alors, je peux peut-être répondre. Je vais dire que, suivant ce que Christophe disait sur l'environnement nutritionnel de l'animal, l'animal, petit ou grand, grégaire ou solitaire, il faut savoir qu'il donne proportionnellement à la qualité des intrants qu'on lui apporte, à commencer par la qualité de la ration de base. Tout ça va agir par un déploiement nouveau de l'immunité. L'immunité qui renforce la capacité de l'organisme, de par sa gestion biologique interne, à lutter contre certaines infestations. On sait très bien que un animal qui a une faible immunité va avoir des transpirations, un sang qui va être beaucoup plus favorable disons, ces humeurs, en fait, dans l'organisme, vont happer un peu certains parasites qui en sont très friands. Parce qu'il y a des données nutritionnelles propres à un sang malade, propres à des humeurs, la lymphe, etc., qui est de pas de très bonne qualité, qui vont être la cible de certains types de parasites. Donc, si on parfait la nutrition, à commencer par la ration de base, et qu'on catalyse cette nutrition par des produits naturels qui vont tirer une grande qualité de matières actives, ce sont des acides aminés, ce sont des protéines, ce sont des enzymes, ce sont des hormones, et bien automatiquement, l'animal par lui-même est capable d'organiser sa propre biorésistance. Merci, mon cher. Ce qui est important, si je peux rajouter, il y a aussi le travail en amont sur les sols qui est vraiment important pour que vous puissiez offrir aussi des fourrages de qualité à vos animaux. Absolument. La gamme animale va venir parfaire ça, mais c'est vrai qu'elle sera d'autant plus importante pondéralement au niveau utilisation s'il n'y a pas en amont un travail sur vos sols et vos plantes. Donc la qualité des fourrages absorbés par les animaux, automatiquement, le bénéfice se concentre au niveau de tous les étages de la chaîne alimentaire. Pour une petite anecdote et exemple, vous pourrez le retrouver éventuellement sur le premier webinaire qu'on a fait avec l'élevage de Clément et Michel Nedelec. Après 5 années d'utilisation des produits de la gamme végétale et principalement l'ABC sur les prairies, en l'espace de 3 ans, la consommation de minéraux de la gamme animale a été divisée par 2, sans pour autant avoir des animaux, en ayant des animaux en super bonne santé, quoi. Donc vraiment en travaillant déjà sur l'aspect sol végétal, on peut faire de très belles choses. Merci Christophe. Une question sur les poux rouges sur pigeons, comment l'appliquer? On peut
on pulvérise sur la partie du bâtiment, tout à l'intérieur du bâtiment. Il faut pulvériser, il faut pulvériser. Et là, c'est un succès, parce que les pouilles, on les voit vite tomber. Et puis, comme le produit persiste, on a une activité ensuite qui persiste, qui permet de maîtriser la population. Alors, le petit truc positif qu'il faut savoir, les poux ont une activité diurne. Donc, si on veut être encore meilleur pour maîtriser les poux en rouge, ben, c'est de faire l'application lorsque ça soit en pleine nuit, avec une torche frontale, ou le faire en début de pénombre. Et là, vous verrez que les résultats, si vous faites ça par rapport à une journée bien ensoleillée, vous aurez une meilleure activité. D'accord. 2 questions de Patrick. Comment se débarrasser des puces chez les chiens et un traitement efficace pour les verrues? Donc, en fait, je pense qu'il veut savoir si ça peut aider aux verrues. Alors, pour les puces, je peux répondre parce que c'est un problème qui est actuel, qui prend de l'extension sur les troupeaux de moutons, de chèvres. Là, le produit sur les puces, parfait sur les moutons, mais il faut traiter le bâtiment. Il faut 2 applications, je dirais, à consécutif, parce que les puces vont pondre des œufs. Il faut que ces œufs, cette nouvelle génération de puces soient détruites. Pour être bon travail, vous faites 2 applications à 12 jours d'intervalle. Et là, je dirais ce que j'ai fait, c'est pulvériser le bâtiment, curer le bâtiment en bergerie ou chèvre et pulvériser le produit au sol. Pour les chiens de chasse, donc là, c'est un peu le succès. Les chiens, vous mettez ça sur les chiens, pas de problème. Pour les tiques, avant de partir à la chasse, vous mettez ça sur les chiens, ils n'auront pas de tiques. Ils vont pouvoir gambader, ils ne ramèneront pas de tiques. Mais pour les puces, il faut aussi désinfecter ou désinsectiser, je dirais plutôt, la niche la niche ou l'endroit où vivent les chiens, parce que sinon, ça repart aussitôt. Et après, on dira le produit ne marche pas. Si vous faites le tout simultané, les chiens plus le local où ils vivent, il n'y a pas de problème. Et là aussi, on peut utiliser les autres produits de la gamme qui sont importants, même pour les petits animaux de compagnie, que ce soit le LM à saupoudrer dans les box à chiens. Et puis, chose très très importante aussi, c'est la qualité de l'alimentation et notamment une alimentation la plus naturelle possible. Je dirais limiter malheureusement les croquettes avec tous leurs agents acidifiants. Et puis, travailler aussi sur l'équilibre de l'eau de boisson avec le Loligo. Alors, je complète la réponse sur les verrues. Les verrues, ben, je dirais que le produit, je ne l'ai pas testé. Je ne pense pas. Je peux pas. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas testé. Les verrues, c'est quand même beaucoup plus cause de carence magnésium qui sont responsables de ça. Des fois, avec une bonne cure de magnésium, on a une maîtrise. Par le passé, curativement, nous avions un produit qui s'appelait le papillosis, qui est retiré du marché, il va faire 15 ou 20 ans déjà, et on n'a plus rien en curatif. Est-ce qu'on a... Alors, par expérience aussi, si c'est plus sur les animaux de rente, et pour l'avoir vécu, ce qui est vraiment important aussi, et là on l'a vu, c'est l'alimentation des sols, entre guillemets, avec l'apport d'ABC qui va notamment vous apporter un magnésium de grande qualité et d'origine marine. Et on l'a vu sur des parcelles où il n'y avait pas d'ABC, des animaux qui revenaient avec des verrues, et sur les lots d'animaux qui étaient présents sur des parcelles là où il y avait de l'ABC depuis plus de 7 ans, et bien, on n'avait pas du tout de verrues. Alors, ce qui est important aussi, on retrouve cette qualité de magnésium dans le AGN ou dans le bloc. Donc, voilà. Après, bon, il y a d'autres possibilités, même naturelles, notamment avec l'homéopathie. Très bien, merci. Pour les spectateurs, ceux qui n'ont pas voulu écrire, vous pouvez lever la main et prendre la parole. Vous pouvez poser aussi oralement vos questions. Hop, je regarde si on a d'autres questions. Bon, vous avez répondu à toutes les questions. Il y en avait 10. D'accord. Pour l'instant.
On attend un tout petit peu. On est dans les délais, non? Par rapport à l'horaire. Oui, au niveau des délais, on est On bon. est bon. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut conclure en disant autre chose. Christophe? Bah, pour revenir sur le Protect, parce que c'était vraiment la base de cette intervention, comme on l'a dit, c'est vraiment un produit naturel. Il n'y a aucun danger à la fois pour les intervenants sur les animaux et aussi sur les animaux, comme également pour l'environnement. Et il n'y a pas de délai d'attente ni de résidus dans les productions de lait et de viande. Donc voilà, ça assure quand même une certaine sécurité pour le consommateur. Et je pense que c'est quand même des sujets d'actualité. Donc là, il y a vraiment un produit intéressant qui nous permet quand même de faire le tour sur pas mal de parasitoses externes. Mais les personnes qui connaissent très bien ce produit pourront vous dire qu'il est absolument fondamental, et ça rejoint ce que Christian dit et son expérience, qu'il est absolument fondamental de bien respecter les méthodes d'application. Le résultat en dépend directement. Voilà. Il y a des gens qui ont quelquefois passé un petit coup de piscette comme ça, très proche et tout, et ils vont dire, bah, votre produit ne fonctionne pas et tout ça, parce que c'était avant tout une problématique d'application. Il faut Les vraiment personnes qui vont vous conseiller l'usage du produit vous sauront bien vous dire ce qu'il est nécessaire et obligatoire de faire pour avoir un résultat immédiat et durable. Il faut vraiment se sortir et se déprogrammer de l'utilisation qu'on avait l'habitude de se faire avec les deltamétrines. Oui, tout à fait. C'est vraiment important. Ok, bon, bah, merci à tous. Merci Christian, merci Christophe. Donc, bon, en conclusion, on a compris que pour le protectonique sans curatif, bien faire attention à l'usage. Et puis, que pour le reste le reste des méthodes, il faut surtout penser au contrôle du milieu, donc avec tout le reste de la gamme Tonix. Pour toute autre question, ben, on vous invite à vous rapprocher de vos techniciens. Il y en a une. Il y en a une autre? Ah, je n'avais pas vu. Bonjour, j'ai utilisé de Cédric. Bonjour, j'ai utilisé le produit sur mon pigeonnier sans succès. Comment dois-je l'utiliser sans que ce soit trop onéreux? Sur un pigeonnier? Oui. Sur les poules rouges? Oui. Ben, donc, le produit, il faut qu'à mettre dans le bâtiment, c'est certain, pour tuer les poux rouges. Et après, il faut que le produit rentre sur le corps de l'animal, sous les plumes. Alors, je sais pas, il ne faudrait pas s'attraper un par un et passer le produit sous les plumes dedans. Les poules, par exemple, les poules qui ont des poux rouges, ma pratique, c'est de tasser les poules, vous pulvérisez. Alors, les poules, elles n'aiment pas l'eau, elles n'aiment pas recevoir de l'humidité. Elles s'ébrouent, et plus elles s'ébrouent, plus elles vont faire passer le produit sous les ailes, sous la plume, ainsi de suite. Voilà une pratique qui, l'utilisation du produit pour les poux rouges sur les poules. Et il faut faire le bâtiment. Alors, les pigeons, il faut presque les attraper un par un pour les pulvériser, le produit sous les ailes, sur le corps. Et pour faire un complément sur la question économique, bah, j'invite Cédric à se rapprocher de son technicien et on pourra étudier la question et voir, voilà, en fonction de la consommation qui est nécessaire, si on peut faire quelque chose pour l'accompagner. Mais sur le plan économique, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Hein. C'est pas une pyréthrinoïde qui va, je dirais, apporter une solution de garantie sur le pou rouge et avec les conséquences sur l'environnement et pour l'individu qui va utiliser. Parce que l'individu, s'il ne met pas de gants, comme c'est souvent le cas, pas de masque, les vapeurs de pyréthrinoïde dans le pigeonnier, je préfère pour la personne que pour moi.
Après, il faudra voir avec oui, le technicien qui passe sur le secteur, mais il y a certainement aussi dans le préventif probablement des choses à mettre en place, si ce n'est pas déjà fait, mais au moins les creuser et voir où il peut y avoir une éventuelle défaillance. Il y a notamment des chercheurs d'après-guerre, notamment René Porcher, qui mettait en avant que l'époux était souvent présent quand on avait un déséquilibre ou une mauvaise assimilation de certains microéléments, dont notamment l'aluminium. Donc, à voir. Voir s'il y a l'utilisation de l'oligo dans l'eau de boisson des pigeons, voir comment est leur alimentation. D'accord. Bah, parfait. Oui, merci. Donc, c'est Franck qui suit visiblement Cédric. Il va répondre. Donc, bon, bah, on en rediscutera du cas de Cédric spécifiquement après le webinaire. OK. Bon, bah, écoutez, bah, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. OK. Et puis, bah, merci à tous. On va certainement partager le webinaire à tous ceux qui étaient là et puis à tous ceux qui n'ont pas pu être là. Donc, il faut pouvoir le revisionner voilà, au besoin, à la demande, comme nous voulons. Bon, bah, merci à tous. Comme le disait Christophe, si certaines personnes veulent savoir ce que Tonix fait sur le plan plus général, il y a une consultation possible du webinaire que nous avons tous fait le 14 janvier 2020. Ouais, on peut le signaler. C'est vrai qu'on a un webinaire sur lequel on a travaillé et puis qu'on a aussi travaillé la présentation pour vous permettre de bien vous familiariser avec la méthode, les fondamentaux de la méthode Tonix. Donc, ce webinaire est à disposition. Vous pouvez vous rapprocher de vos techniciens ou aller voilà, sur nos sites pour voir comment les visualiser. Donc dans l'invitation de ce webinaire, notamment, vous verrez en bas de la page, il y a les coordonnées de chaque technicien et leur lieu d'action. Oui, exactement. Bon, on s'arrête là, on se quitte. Au revoir à tous, merci beaucoup. Au revoir. Joyeux anniversaire, Yves. Monsieur Lérisson. Oui. Joyeux anniversaire. Allez, à bientôt. Merci bien. Au revoir. Au revoir.